auprès du Premier ministre chargé du budget. Madame et Messieurs les présidents des chambres consulaires, honorables invités, chacun en vos rangs, grade, qualité et tout protocole observé, bonjour. Le cabinet de loi de Côte d'Ivoire vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence ce matin à l'occasion de la présentation annuelle des dispositions de l'annexe fiscale. Présentée sous le thème « Mobiliser les ressources de la Côte d'Ivoire pour le financement du projet d'émergence », cette rencontre présentera les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2015 et leur impact pour les opérateurs économiques. Le programme de cette rencontre débutera par le mot de bienvenue de M. Marc Wabi, associé gérant de Deloitte Côte d'Ivoire. Ensuite, nous suivrons attentivement l'intervention de nos experts fiscalistes, Maître Charles Gogois, Madame Régine Didi et Mademoiselle Christine Nassa-Takoumi, qui nous présenteront les nouvelles mesures contenues dans l'année fiscale 2015. Ensuite, nous ouvrons une session d'échanges et de questions pour vous apporter quelques éclairages. Un cocktail de fin clôturera la cérémonie. Honorables invités, mesdames et messieurs, sans plus tarder, accueillons sous vos ovations M. Marc Wabi, associé gérant de Deloitte Côte d'Ivoire. Monsieur le représentant du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires, chers responsables des entreprises clientes du cabinet de Deloitte, chers invités, je voudrais tout particulièrement remercier nos clients qui chaque année nous gratifient de leur présence lors de cette présentation de l'année fiscale, qui est pour nous un événement traditionnel et annuel. Et cette année, nous avons souhaité qu'il continue d'être au calendrier de nos activités à l'attention du secteur économique ivoirien, d'Abidjan, mais également de San Pedro. Donc le 22 janvier, nous serons donc à San Pedro, ville portuaire ivoirienne, un des poumons de l'économie nationale, pour présenter donc les dispositions de l'annexe fiscale à nos clients et aux entreprises présentes à San Pedro. Je voudrais remercier le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget qui nous avait confirmé sa présence, mais qui, au dernier moment, pour des raisons de calendrier de gouvernement, puisqu'un conseil des ministres est prévu à Yamoussoukro, a dû s'absenter. Et je le remercie d'avoir délégué M. Kamagaté pour participer donc à cette présentation. M. Kamagaté traduisait au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget toute notre reconnaissance. Je voudrais également, au nom du cabinet et en mon nom personnel, remercier le directeur général des impôts, M. Pascal Abina, dont la participation régulière à nos activités nous fait grand plaisir. Donc M. Kamagaté, je crois également, représente M. Abina dans cette session. Je voudrais que vous nous traduisiez notre infinie reconnaissance. Je voudrais également remercier les présidents des chambres consulaires, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de commerce européenne, la Chambre de commerce libanaise, la Chambre de commerce française et la Chambre de commerce américaine, dont la présence à cette manifestation nous honore et nous permet de croire à la qualité donc de nos interventions. Je voudrais enfin remercier tous nos clients, ceux qui nous font confiance depuis très longtemps et qui sont présents aujourd'hui. Merci pour la confiance renouvelée donc au cabinet de Deloitte. Chaque année donc, nous organisons une présentation autour des dispositions de l'annexe fiscale. Cette année 2015 est un bon cru pour les entreprises, puisque on note qu'il
qu'il n'y a pas de nouveaux impôts ou qu'il n'y a pas d'augmentation du taux des anciens impôts. Donc pour les entreprises, comme l'a d'ailleurs indiqué le président du patronat, c'est une bonne année pour les entreprises. Revenons sur le bilan de 2014. Donc la Direction générale des impôts, dans une publication de ce jour, a collecté au titre de l'exercice 2014 1479,7 milliards de francs CFA contre 1426 milliards en 2013, soit une augmentation de 53,7 milliards, représentant environ 3,76%. Ce résultat est toutefois en retrait par rapport au budget d'environ 350 milliards, soit plus de 20%, par rapport au budget qui était de 1559 milliards. Tout à l'heure, M. Kamalaké m'a d'ailleurs expliqué qu'il y a eu une augmentation, il y a un changement du budget national qui explique donc cette contre-performance de l'administration fiscale. Ce sont les mots du directeur général des impôts dans la publication de ce matin. Donc le directeur général des impôts donc, qui qualifie cette performance de mauvaise performance parce qu'elle n'intègre ni de nouveau, parce qu'elle est en retrait par rapport au budget. Malgré cette situation, le directeur général des impôts n'a proposé aucune augmentation d'impôts ni augmentation de taxes d'impôts anciennes. Par contre, la DGI va se concentrer sur le renforcement de ces trois missions. L'assiette, le recouvrement, ainsi que le contrôle. Donc il y aura donc cette année, comme d'ailleurs l'a avoué le directeur général des impôts, il y aura beaucoup plus de contrôle cette année que l'année passée. Donc, chers clients, préparez-vous. Et les contrôles vont se renforcer au niveau des déclarations de TVA. Également, s'agissant de l'assiette, la Direction générale des impôts va travailler à l'élargissement de l'assiette. Le directeur général des impôts indiquait que 60% de l'activité économique ne représente qu'1% de la contribution aux recettes fiscales. Donc les entreprises qui payent l'impôt synthétique seront beaucoup revisitées cette année par l'administration fiscale afin de s'assurer que leurs déclarations sont conformes à l'état de leur activité. L'année fiscale 2015 prévoit de collecter 2755 milliards de francs CFA, donc à la fois les recettes fiscales, mais également les recettes douanières. Les recettes fiscales s'établissent environ à 54% de ce montant, soit environ 1500 milliards de francs CFA. La contribution des recettes fiscales et douanières au budget national baisse d'environ 4,36%, comme vous le notez sur le tableau qui vous est présenté. L'innovation majeure de cette année reste bien sûr l'extension de l'exonération à la TVA des acquisitions de biens par crédit bail. Cette disposition est significative dans un pays comme le nôtre qui est en reconstruction, où les entreprises ont eu à perdre beaucoup de leurs outils de production. L'exonération donc du crédit bail à la TVA permettra donc aux entreprises de reconstruire plus rapidement donc leurs outils de production. L'autre innovation majeure et qui concerne tous les employés et tous les travailleurs, c'est l'exclusion donc des avantages en nature à l'ITS. Donc c'est une évolution majeure qui va toucher directement le portefeuille des travailleurs. Ensuite, il y a des dispositions relatives donc à la taxe sur le caoutchouc granulé, et qui a fait beaucoup de bruit, vous savez, dans le domaine des véhicultures. Donc la Direction générale des impôts a consenti donc à la modulation progressive de ce taux en fonction du prix international. Donc toutes ces innovations vont vous être présentées beaucoup plus en détail par les spécialistes du cabinet. Pour ma part, je voudrais vous remercier de votre présence et vous inviter à suivre de façon attentive les explications donc, de nos trois experts fiscalistes. Merci bien. L'année fiscale à la loi de finances numéro 2014-861 du 22 décembre 2014 a été publiée au journal officiel
depuis le 30 décembre 2014, conformément aux dispositions relatives au mode de publication des lois et règlements en vigueur. Cette annexe est en vigueur depuis le 3 janvier 2015. Cette date d'entrée en vigueur a été confirmée par une note de service de l'annonce fiscale en date du 31 décembre. Donc les mesures contenues dans l'annonce fiscale 2015 sont en vigueur depuis le 3 janvier 2015. Ces mesures peuvent être articulées en 5 points. D'abord, il y a la mesure de soutien de l'entreprise. Outre les mesures de soutien, il y a les mesures de renforcement des moyens de l'État, puisqu'on sait que l'ambition du gouvernement, c'est d'être classé parmi les pays émergents à l'horizon 2020. Donc il y a une nécessité de poursuivre et de renforcer cette politique de soutien aux entreprises et au secteur privé, créateur de richesses et d'emplois. Donc, en dehors des mesures de soutien et de renforcement des moyens de l'État, il y a des mesures de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal. Également des mesures techniques et des mesures diverses. Au titre des mesures de soutien aux entreprises, la première mesure, c'est la mesure qui concerne les acquisitions de biens par crédit bail. Donc je vous rappelle l'historique. C'est qu'en 2004, l'arrêté 360 du 30 septembre 2004 avait exonéré uniquement les acquisitions de systèmes matériels agricoles réalisées par les professionnels de ce secteur, à l'exclusion des acquisitions faites par crédit bail. C'était en 2004. En 2004, les opérations de crédit bail étaient imposables à la TVA pour les acquisitions de matériel agricole. C'est même qu'en 2011, l'année fiscale 2011 a étendu l'exonération de TVA sur les acquisitions par crédit bail concernant les matériels agricoles réalisés par les professionnels du secteur. Donc cette mesure ne concernait que les matériels agricoles et le secteur agricole. Ce qui veut dire que les autres secteurs d'activité qui achetaient les biens et les services, les biens par le moyen de crédit bail étaient assujettis à la TVA. Donc l'innovation cette année, l'année fiscale a décidé d'étendre la mesure d'exemption de TVA sur les acquisitions de crédit bail par crédit bail à tous les secteurs de l'économie nationale. Tous les secteurs sont concernés par cette mesure d'exemption de TVA. Donc toutes les acquisitions de biens par le moyen de crédit bail sont automatiquement exonérées de TVA. Donc c'est vraiment une mesure de soutien. Donc on le sait, la technique de crédit bail, c'est un moyen de financement utilisé couramment par les entreprises. Ça leur permet de gérer leur trésorerie par le paiement fractionné de l'acquisition de leurs biens. Donc c'est une mesure vraiment à saluer. La deuxième mesure concerne les logements sociaux, les logements mis à la disposition des employés par les sociétés, par les entreprises agricoles et les entreprises agro-industrielles sur les sites d'exploitation. En 2014, l'année fiscale avait seulement exonéré ces logements d'impôts fonciers. Cette année, le législateur a décidé d'étendre cette mesure en matière d'ITS, puisque en date actuelle, ces logements, bien que mis à la disposition du personnel, étaient considérés comme des avantages en nature, donc passifs des ITS. Afin de permettre à ces entreprises de continuer leur politique sociale, le législateur a décidé d'exclure la liste des avantages en nature, le logement gratuitement mis à la disposition de leurs employés. Mais à trois conditions. À trois conditions pour pouvoir bénéficier de cette exonération. La première condition, c'est que les logements en cause doivent avoir une valeur inférieure à 20 millions par logement. Deuxième critère pour pouvoir bénéficier de cette exonération, il s'agit des logements mis à la disposition des ouvriers et des agents d'entreprise à l'exclusion des cadres.
Si l'entreprise met ses logements à ce d'un cadre, elle ne pourra bénéficier de cette exonération. Le dernier critère, il faudrait que ces logements n'excèdent pas 4 pièces par employé. Donc, il faut au moins 4 pièces. Si c'est un logement à 5 pièces, ce logement n'entrera pas dans la catégorie d'avantage exonéré d'ITS. Donc, il y a 3 conditions qu'il faut respecter absolument pour une exonération. La troisième mesure de soutien concerne les retenues à la source si elles sont versées au secteur informel. Cette retenue sur le gouvernement a été instituée au départ en 2010 au taux de 5%. Ce taux a été ramené à 7,5% en 2013. Mais il se trouve que parmi les contribuables du secteur informel, il y a des contribuables qui subissaient à la fois une taxe, une autre retenue à la source au même taux, au titre de l'impôt BIC. Il s'agit principalement des professions paramédicales, les entreprises de transport de bois en rue et d'hydrocarbures. Également, les entreprises intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ces entreprises subissaient à la fois les deux retenues. Retenues au titre des sommes versées aux prestataires du secteur informel et également une autre retenue au titre de l'impôt BIC. Donc, ce cumul d'imposition occasionnait vraiment de lourdes charges fiscales. Donc, l'annonce fiscale d'un sujet à ses contribuables a décidé d'exonérer le prélèvement concernant les sommes versées aux entreprises du secteur informel. Une fois que ces entreprises subissent la retenue au titre de l'impôt BIC, il n'y a plus de cumul d'imposition des entreprises concernées. Donc, c'est vraiment une mesure de soutien. La quatrième mesure de soutien concerne les entreprises de promotion immobilière. Et les entreprises immobilières, normalement, sont exonérées de 3 ans. Mais après la période d'exonération de 3 ans, les entreprises immobilières subissent l'impôt foncier sur la superficie totale des terrains qui sont consommés. Cette superficie comprend y compris les aires réservées, c'est-à-dire les équipements routiers, la voirie était compris dans la base, dans l'assiette de l'impôt foncier. Comme dans la base de l'impôt foncier. Donc le fait de prendre en compte toute la superficie des terrains concédés à ces entreprises de promotion immobilière occasionne également des charges fiscales. Donc la fiscale a décidé d'exonérer l'impôt foncier les aires réservées, notamment les aires réservées qui comprennent les écoles, les établissements sanitaires, la voirie, dans la limite de 25% de la superficie totale. Sur la zone réservée à hauteur de 25% n'est pas inclus dans la taxe et n'est pas inclus dans l'assiette de l'impôt foncier. Donc également, c'est une mesure de soutien à ces entreprises de promotion immobilière. La quatrième mesure et la cinquième mesure de soutien, ça concerne la réduction du taux de la taxe sur le caoutchouc granulé. C'est que l'année fiscale 2012 avait institué cette taxe au taux de 5%, mais compte tenu de la baisse et l'instabilité des coûts internationaux, ce secteur connaît des difficultés en ce moment. Donc, dans un souci de soutenir, l'année fiscale a décidé de réduire cette taxe-là, le taux de cette taxe-là, de façon progressive, en modulant ce taux de façon progressive. Donc le taux est de 2% lorsque le coût international moyen mensuel est compris entre 1000 et 1300 francs CFA. Il passe à 3,5% si le coût est compris entre 1300 et 1600 francs CFA. Et ramené à 5% si le coût est égal ou supérieur à 1600 francs. Donc, le régulateur quand même a décidé de diminuer ce taux de façon en le modulant selon les différentes branches. C'est une mesure également à saluer puisque avec le taux de 5%, vraiment, c'était vraiment insupportable pour ces entreprises.
Autre aménagement concerne les durées et les délais relatifs aux contrôles fiscaux. C'est qu'en ce moment, concernant les contrôles de vérification de comptabilité, qu'on appelle les contrôles sur place, ce sont les contrôles qui se réalisent dans les entreprises. La durée maximale du contrôle sur place est de 12 mois. Il peut aller jusqu'à 18 mois en cas de suspension. Et également, l'administration dispose, dans le cas d'une vérification de comptabilité, dispose de 20 mois pour adresser au contribuable une notification provisoire. Cette durée, il faut le dire quand même, constitue des sources de désagréments pour les entreprises vérifiées. Donc, en fait d'aider ces entreprises, le législateur a décidé de réduire de moitié ces délais. Donc désormais, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, la durée maximale est de 6 mois, qui peut être prolongée de 3 mois. Donc soit une durée maximale de 9 mois. Également, l'administration a désormais 10 mois pour adresser aux contribuables une notification de versement au lieu de 20. Une autre innovation, c'est qu'en matière de contrat sur pièces, l'administration a un délai de 3 mois pour adresser aux contribuables une notification définitive. Bon, on ne savait pas à quel moment ce délai commençait à courir. Dans l'année fiscale 2015, est venue clarifier cette situation en disant que le délai commence à courir à compter de la date de réception, la première notification de redressement. On va notifier, adresser au contribuable une notification définitive. Donc le redressement court à compter la date de la première réception de notification. Une autre politique de soutien, ça concerne les garanties accordées aux contribuables en cas de contrôle. C'est que dans le cadre des garanties accordées aux contribuables, il y a la saisine de la commission paritaire qui est compétente pour trancher sur les questions de fait qui proviennent lors d'un contrôle fiscal. Le délai initialement accordé aux contribuables pour saisir cette commission-là est de 15 jours à compter la commission définitive. Je trouve que ce délai est vraiment très court, donc les contrôles n'arrivent pas à saisir la commission paritaire, compte tenu du délai très court. Donc le législateur également a décidé en 2015 d'étendre ce délai, en le ramenant à 30 jours. Donc le contribuable qui constate peut saisir la commission paritaire d'un délai de 30 jours de la réception de sa notification définitive. D'autres mesures concernant les garanties accordées aux contribuables, c'est la caution bancaire. Dans le cadre d'une contentieuse, le contribuable peut demander le soustrait au paiement des droits et pénalités soumis à réclamation, à condition de constituer une caution bancaire. La caution bancaire était à 25% des droits contestés. Donc, afin de permettre aux contribuables de bénéficier de cette garantie, le législateur a décidé de réduire cette caution à 15%. Donc, désormais, à 15%, pour pouvoir demander un sujet à paiement, le contribuable est en mesure de constituer une garantie pour ce banquier à hauteur de 15% des droits et pénalités dans l'objet de la réclamation. Donc, c'est vraiment une mesure de soutien aux entreprises. Après la mesure de soutien, également, l'État doit renforcer ses moyens pour pouvoir atteindre son projet de financement d'émergence. Donc, il y a des mesures de renforcement des moyens de l'État. Dans la première mesure de renforcement des moyens de l'État, c'est les droits taxés sur le tabac. En 2014, avait aménagé ce dispositif-là en prévoyant plusieurs taux en fonction du type de cigarette. Alors que la réglementation communautaire prévoit un taux unique qui varie entre 15 et 45%. Voilà. D'un souci de se conformer à la réglementation communautaire,
L'année fiscale 2015 a décidé d'appliquer un taux unique de 30%. En abandonnant les taux variables étaient de 25 à 35%. Donc le législateur, en vue de se conformer aux dispositions communautaires, a décidé d'appliquer un taux unique de 38%. Autre innovation, c'est que les tabacs fabriqués dans un État lié avec la Côte d'Ivoire par un accord d'union douanière étaient considérés comme étant des produits de fabrication locale. Cette situation était un manque à gagner pour l'État. Donc désormais, l'annonce fiscale n'assimile plus les tabacs fabriqués dans un État lié à la Côte d'Ivoire par un accord d'union douanière à des produits de fabrication locale. Donc, c'est pour ça que nous sommes considérés comme des produits importés. Charles, utilise ton micro, on t'entend pas. Okay. Donc, pour revenir sur les dispositions relatives aux droits d'accise, il y a la suppression de l'assimilation des tabacs fabriqués dans un État lié à la Côte d'Ivoire par un accord d'union douanière. Donc, désormais, même si ces produits sont fabriqués dans cet État-là, ces produits sont considérés comme étant des produits importés. Ces produits sont plus assimilés à des produits de fabrication locale. Troisième aménagement, maintenant, il y a un prix minimum qui est fixé en ce qui concerne le tabac, qui est de 15 000 francs pour les 1000 cigarettes concernant des produits de fabrication locale et de 20 000 francs pour les cigarettes pour les produits de fabrication fabriqués dans les autres États. Autre innovation, il y a la suppression de la majoration de 25% applicable à la base des tabacs importés. Dans l'ancien dispositif, on a appliqué pour terminer la base taxable, cette base devait être majorée de 25%. Cette majoration a été supprimée. Il y a aussi une taxe spéciale sur les tabacs pour le développement du sport. On prévoyait antérieurement des taux variables de 2,5 à 5%. Donc désormais, il y a un taux unique de 5%. Il y a plus de taux variable, c'est un taux unique de 5%. Une taxe spéciale qui permet pour le financement du sport en Côte d'Ivoire. Autre mesure de renforcement des moyens de l'État, c'est l'impôt minimum forfaitaire. Concernant les entreprises qui relèvent de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum forfaitaire en matière de DMF. Cette situation était préjudiciable à l'État, puisque les entreprises minoraient leur chiffre d'affaires pour ne payer, même pour payer un montant faible. Donc désormais, il y a un minimum forfaitaire, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé. Il y a de 400 000 francs. Même si vous avez un chiffre d'affaires, même si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous devez payer un minimum forfaitaire de 400 000 francs. En année fiscale 2014, avait fixé pour les régimes statutaires d'imposition le minimum forfaitaire à 500 000 francs. Donc ce montant a été ramené à 400 000 francs. Donc on a un taux minimum de 400 000 francs au lieu de 500 000 francs pour les contrôleurs relevant du régime statutaire d'imposition. La troisième mesure de renforcement des moyens de l'État, c'est la formule de patente. La formule de patente qui est faite en version papier. Avec cette formule-là, elle est source afin de lutter contre la fraude dans ce secteur. Le législateur a décidé de remplacer cette formule à papier par une carte informatisée. Donc c'est un moyen de l'État pour pouvoir limiter la fraude. Voilà. Donc à compter de l'exercice 2000, cette mesure est valable à compter de l'exercice 2016. Voilà. Donc en 2016, on n'aura plus des formules de patente à version papier, mais c'est une carte informatisée. La dernière mesure de la fonction du moyen de l'État est liée à la notification des avis d'imposition en matière d'hygiène et des comptes fonciers. Surtout que ces contribuables ne recevaient pas de notification à temps, mais ne le recevaient même pas. Donc ça fait que cette situation est vraiment préjudiciable au recette de l'État. Donc en plus des envois des avis d'imposition par postal,
l'administration a le droit de notifier les avis d'imposition par voie électronique. Donc, désormais, l'État demandera aux contribuables de lui communiquer certainement l'adresse email pour pouvoir notifier les avis d'imposition des éléments conseillers. Voilà, brièvement, les mesures de renforcement des moyens de l'État. Je vais laisser la parole à ma collègue Régine concernant les mesures de rationalisation de notre terrain. Bonjour mesdames et messieurs. Je prends la suite de Charles avec les mesures de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal. Alors en termes de mesures de rationalisation et de modernisation du régime du dispositif fiscal, nous avons relevé 6 mesures qui nous paraissent importantes. Commençons par les précisions relatives à la réduction d'impôts cédulaires en cas d'investissement en Côte d'Ivoire. Alors, le dispositif fiscal ivoirien prévoyait que lorsque le contribuable réinvestissait tout ou partie de ses bénéfices en Côte d'Ivoire, il pouvait bénéficier d'une réduction d'impôt sur les bénéfices. Mais il y a eu des divergences d'interprétation au sein des contribuables qui appliquaient plutôt cette réduction-là sur le montant de l'impôt BIC au lieu de prendre l'assiette, ce qui je veux dire le résultat fiscal. Alors avec la NES fiscale 2015, la précision est faite. Il faut plutôt appliquer la réduction d'impôt au résultat fiscal et non à l'impôt BIC en lui-même. Bon, cette réduction équivaut normalement à 35% des montants investis, ça c'est pour la zone d'Abidjan, et 40% des montants investis pour les autres régions de la Côte d'Ivoire. La deuxième mesure en termes de rationalisation du dispositif fiscal est l'aménagement de la déclaration en matière d'ITS. Bon, c'est une petite mesure. Vous savez que lorsque les retenues salariales n'excédaient pas 1000 francs, on permettait aux contribuables de faire des déclarations semestrielles. Donc, les 15 premiers jours de janvier et juillet, les contribuables qui avaient des retenues salariales qui n'excédaient pas 1000 francs devaient faire leur déclaration. Désormais, on atteint facilement le taux de 1000 francs et puis avec le rehaussement de la vie économique, ce taux de 1000 francs devient dérisoire. Donc, l'administration fiscale, pour se conformer à la réalité économique, a prévu qu'on atteigne plutôt le seuil de 10 000 francs. Donc, lorsque les retenues salariales n'excèdent pas 10 000 francs, vous pouvez faire des déclarations semestrielles, toujours au même date dans les 15 premiers jours du mois de janvier et du mois de juillet. Ensuite, nous avons les obligations fiscales des contribuables relevant des centres des moyennes entreprises. Les contribuables se sont souvent plaints de l'engorgement au moment des déclarations fiscales au niveau de la direction des grandes entreprises. Donc, dans le souci de moderniser notre système fiscal et de désengorger le dépôt des déclarations et le paiement des impôts, il a été prévu donc 2 centres des moyennes entreprises. Alors nous en avons un dans la zone nord d'Abidjan, sur le site fiscal du plateau en face de la BCAO, et un autre dans la zone sud, sur le site fiscal de Kriti. Alors, les aménagements faits par la NES fiscale 2015 concernent plutôt les obligations des contribuables qui relèvent des CME. Pour rappel, les contribuables qui sont assujettis, qui relèvent des CME, ce sont ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 400 millions de francs CFA, mais inférieur à 3 milliards. Alors tous ces contribuables relèvent des CME et
Le fait qu'on les mette au CME change leurs obligations déclaratives parce que souvent, ils dépendaient des CDI. Donc l'année fiscale 2015 est venue clarifier les obligations déclaratives de tous ces contribuables qui sont maintenant dans les CME. Donc ces obligations déclaratives-là concernent la déclaration de l'impôt, le paiement de l'impôt et l'édition des factures normalisées. On va plutôt les aligner sur les contribuables de la direction des grandes entreprises. En termes de déclaration d'impôts, ce n'est pas tous les impôts qui sont concernés. Les principaux impôts concernés sont l'impôt sur les salaires, l'IRC, la TVA et les autres taxes sur le chiffre d'affaires. Donc, pour tous les autres impôts, vous maintenez vos obligations déclaratives telles qu'elles étaient antérieurement. Mais pour l'IS, la TVA et l'IRC, on se conforme aux dispositions de la direction des grandes entreprises. Alors, pour le dépôt des déclarations, à titre de rappel, tout simplement, les entreprises industrielles et pétrolières, c'est au plus tard le 10 du mois, pour les entreprises commerciales le 15 du mois, et le 20 du mois pour les prestataires de services. Donc voilà un peu en substance pour l'aménagement fait pour les contribuables relevant des CME. Il faut retenir que c'est surtout au niveau des obligations déclaratives qu'il y a des changements dans les dates et dans les dates de certains impôts que vous devez déclarer. Alors, pour se mettre aussi à la pointe des nouvelles technologies et avoir un système fiscal compétitif au niveau mondial, il a été prévu que seulement pour les contribuables relevant de la direction générale, de la direction des grandes entreprises, elles pouvaient maintenant faire le paiement de leurs impôts par télédéclaration et par virement bancaire. Mais je rappelle que c'est pour les contribuables qui relèvent de la direction des grandes entreprises. Donc c'est un peu un outil un peu, je dirais, à caractère expérimental. D'abord, on va voir si ça se passe très bien et on y tendra peut-être à tous les autres contribuables. Ensuite, nous avons les obligations déclaratives en matière d'impôts fonciers, mais elles ne concernent que les personnes physiques. Bon, je suppose que chacun d'entre nous a au moins un titre foncier. Alors, ce qui a été constaté, c'est que à la période des déclarations des impôts fonciers pour les personnes physiques, il y avait un engorgement. Cela mobilisait pas mal de ressources au niveau de l'administration fiscale, mais en retour, il n'y avait pas de retour sur les recettes fiscales. Donc, du coup, beaucoup d'efforts pour peu de revenus. Le compromis qui a été trouvé est que les contribuables, du moins les personnes physiques, ne fassent une déclaration d'impôt foncier qu'à l'acquisition du bien. Ça, c'est la première déclaration. Ensuite, vous ferez des déclarations complémentaires lorsque le bien aura subi des modifications, tant au niveau de sa valeur locative, ou bien lorsque vous cédez le bien, ou bien lorsque le bien est affecté à autre chose, c'est-à-dire son usage initial a été modifié. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des déclarations complémentaires. Donc il faut retenir que la déclaration d'impôt foncier annuel, c'est terminé, sauf si vous acquérez un bien au 1er janvier de l'année. Ensuite, nous avons les modalités de perception de certaines recettes par voie électronique. Nouvelle technologie oblige, l'administration fiscale se met aussi au pas de la mouvance. Donc, vous voyez, on peut régler maintenant nos factures d'électricité et d'eau par les moyens comme le mobile money ou les cartes de paiement. Alors, l'administration fiscale a aussi prévu que certaines recettes soient payées par le biais soit collectées du moins par le biais de ces nouvelles technologies. Cependant, il ne s'agit pas de recettes fiscales. Ce sont les recettes non fiscales et qui sont collectées par le trésor public. Donc, c'est-à-dire les amendes, les contraventions, les inscriptions au concours. Il faut bien voir le champ d'application de cette nouvelle mesure. Donc, c'était en gros ce que nous avions retenu de pertinent pour les mesures de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal. Nous passons maintenant aux mesures techniques. Alors, les mesures techniques, au nombre de 5 que nous avons répertoriées, nous avons d'abord la modification des critères d'éligibilité au régime d'imposition. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons
3 régimes d'imposition. Le régime du bénéfice réel normal, le régime du bénéfice réel simplifié et l'impôt synthétique. Le dispositif tel qu'il était antérieurement prévoyait que l'assujettissement à l'un de ces régimes dépendait d'abord du chiffre d'affaires, ensuite de la nature de l'activité que vous exercez et enfin de la forme juridique sous laquelle vous exercez cette activité. Alors, pour des nécessités de se conformer à la directive, aux directives du FMI, en termes d'appréciation, de modernisation et de qualité des dispositifs, des systèmes fiscaux des pays dans le monde, et pour coller à la réalité économique, l'administration fiscale a décidé que désormais, le critère lié à la nature de l'activité, le critère lié à la forme juridique n'était plus pertinent. Nous allons retenir que le critère du chiffre d'affaires pour votre assujettissement, excusez-moi, à un régime d'imposition. Alors, pour être assujetti au régime du bénéfice réel normal, il faut réaliser un chiffre d'affaires strictement supérieur à 150 millions. Pour les entreprises qui commencent leur activité en cours d'année, il faut juste appliquer le prorata sur la période à laquelle vous commencez, pour savoir si vous êtes sous le régime réel normal ou pas. Ensuite, pour bénéficier du régime réel simplifié, il faut avoir un chiffre d'affaires qui est compris entre 50 et 150 millions. Si vous êtes entre 50 et 150 millions, vous êtes au réel simplifié. Enfin, pour l'impôt synthétique, nous passons de 5 à 50 millions. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette mesure, c'est que l'activité, la nature de l'activité n'importe plus, la forme juridique de la société n'importe plus, c'est juste le chiffre d'affaires qui est une réalité économique plus vraie. Ensuite, nous avons les précisions relatives à l'assujettissement des distributeurs de produits pétroliers à la TVA. Alors, l'article 346-4 du Code général des impôts prévoyait que tous les commerçants qui revendaient en gros ou au détail des produits qu'ils achetaient auprès de commerçants eux-mêmes établis en Côte d'Ivoire étaient assujettis à la TVA, sauf pour le tabac, la cigarette et les distributeurs de produits pétroliers. Et le texte précisait de façon très claire que pour les revendeurs de tabac, la collecte de l'impôt se fera par l'importateur ou le fabricant. Donc c'est l'importateur ou le fabricant qui va facturer la TVA, pas le revendeur. Et on nous disait idem pour les distributeurs de produits pétroliers. Mais apparemment, le texte s'est avéré confus pour les membres du secteur pétrolier dans la distribution, parce qu'on ne savait plus si la collecte de l'impôt était faite par l'entreprise de distribution ou par les revendeurs. Ça paraissait incohérent puisque en matière pétrolière, on fonctionne selon une structure de prix, une grille tarifaire qui est fixée par l'État, mais qui doit tenir compte de toutes les taxes qui rentrent en ligne de compte dans la vente du produit. Donc, on aurait abouti si les revendeurs devaient facturer la TVA à un certain surenchérissement du prix. Comme il y avait un flou qui menait à des interprétations, chacun selon son intérêt, l'administration fiscale a préféré clarifier très simplement son dispositif en précisant que, également pour les produits pétroliers, la collecte de la TVA se fera que par l'entreprise de distribution. Elle ne redescend pas sur les revendeurs. L'entreprise de distribution, c'est elle qui est chargée de collecter la TVA, comme en matière de tabac, de cigarettes. Alors, les deux prochaines dispositions sont relatives à la vignette. C'est plutôt des aménagements au niveau de la rédaction, parce que depuis que la vignette a été confiée, la collecte de la vignette a été confiée à la CICTA, le dispositif a certains termes qui sont incohérents avec cet aménagement qui a été fait à l'époque. Donc, ce sont juste des aménagements au niveau de la rédaction qui ont été faits. Et puis, concernant les ristournes sur les valeurs inactives, c'est tout simplement que le Trésor, le comptable public en principe percevait 1% du montant des ventes effectuées lorsqu'il vendait les vignettes, les thèmes fiscaux, les papiers timbrés. Donc à partir du moment où la vignette lui a été retirée, le pourcentage, le taux de 1% devenait caduc. Donc on a juste harmonisé le dispositif.
Enfin, nous terminons par l'aménagement du champ d'application de la taxe des entreprises de télécommunications. Alors, en 2013, la taxe de télécommunication est devenue la taxe sur les entreprises de télécommunications et de technologie de l'information et de communication. Et cette taxe prévoyait comme avec une assiette qui, le champ d'application qui avait été prévu pour cette taxe, en tout cas nous particulièrement au cabinet, nous avons été interpellés par plusieurs de nos clients qui sont dans le secteur de la télécommunication sur le champ d'application de la taxe. Donc la question revenait surtout avec les équipementiers et les compagnies qui n'étaient pas des compagnies de téléphonie. Elles ne savaient pas si elles étaient assujetties à cette taxe ou non. On a eu même à poser la question à l'administration fiscale qui en son temps a répondu. Mais ceci n'avait pas été mis dans le dispositif, on a plutôt une note de service. Alors là, maintenant avec l'annexe fiscale, la position est très claire. Tout ce qui est location de capacité active ou passive, tout ce qui est location de pylônes, tout ce qui... Oui, ça. Location de liaison, de pylônes de capacité active ou passive, mais effectuées par des entreprises qui ne sont pas des entreprises de téléphonie, sont exclus du champ de la taxe. Là, le débat est, la question est tranchée, il n'y a plus d'équivoque. Donc, sont soumis à la taxe les entreprises de téléphonie et les fournisseurs d'accès Internet. Je remercie Chef Kamagaté qui, en son temps, nous avait donné des précisions parce que le flux de questions qu'on a reçu de la part de nos clients, notamment les équipementiers, était considérable. Donc, voilà brièvement présenter les mesures de rationalisation du dispositif et les mesures techniques. Je vais passer le relais à Christelle Nassadakouli qui va clôturer la présentation et on poursuivra par des questions. Merci. Au titre des mesures diverses, la première mesure concerne le dépôt des états financiers sur le support électronique. Le dispositif actuel fait obligation à tous les contribuables de déposer chaque année des états financiers auprès de leur service de rattachement. Et l'annexe fiscale de 2011 a mis à la charge des contribuables dont le chiffre d'affaires excède 1 milliard hors taxe, en plus de la version papier, de déposer une version électronique des états financiers. Cette année, l'annexe fiscale 2015, dans un souci pour l'administration de pallier à la détérioration des supports papier et dans un souci de faciliter le traitement informatique des données qui sont contenues dans les états financiers, l'annexe fiscale a décidé d'étendre cette obligation de dépôt sur support électronique à tous les contribuables. Donc, cette année, tous les contribuables sont tenus, en plus de la version papier, de déposer une version électronique à l'administration de rattachement. La deuxième mesure concerne les dates de paiement de l'IRVM, de la contribution des patentes et de l'impôt sur les PMC. En ce qui concerne l'IRVM, les dates étaient fixées en fonction de la nature du revenu payé. Et en ce qui concerne la patente, les dates de paiement étaient fixées au 30 avril et 30 juillet au plus tard pour les personnes exerçant un commerce, une activité patentable ou une activité industrielle. Et le 1er mars et le 30 juin plus tard en ce qui concerne les transporteurs, les marchands forains avec véhicules automobiles. Cette année, l'innovation de l'annexe fiscale, c'est de fixer une date unique, c'est-à-dire le 20 de chaque mois de paiement en ce qui concerne l'IRVM et la contribution des patentes pour éviter l'engorgement au niveau des services des impôts au moment du paiement. Le deuxième alignement qui a été fait concerne le paiement de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. À partir de 2015, l'impôt BNC, la date de paiement est alignée sur la date de paiement de l'impôt BIC.
La troisième mesure concerne la légalisation des dispositions fiscales et douanières des conventions conclues entre l'État de Côte d'Ivoire et certaines entreprises privées, notamment la société Web Fontaine et la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. L'État a conclu des conventions de concession avec ces deux entreprises et dans ces conventions, il figure des dispositions fiscales et douanières qui n'avaient pas été légalisées. Donc, pour permettre une meilleure applicabilité de ces dispositions fiscales et douanières, l'ANES fiscale a décidé de légaliser ces dispositions contenues dans les différentes conventions conclues. La dernière mesure diverse concerne la contribution dite de solidarité sur les billets d'avion. Cette contribution avait été instituée en 2006 par l'ANES fiscale et elle était à la charge, la collecte et le reversement de cette contribution étaient à la charge des compagnies aériennes, des agences de voyage et de toutes les structures de vente de titres de transport. Mais dans la pratique, il s'est avéré que la collecte et le reversement de ces entités qui étaient chargées de collecte étaient difficiles d'application. Et donc cette année, dans un souci de réparer cette difficulté, la collecte et le reversement de cette contribution est uniquement à la charge des compagnies aériennes. Les autres entités qui vendent les titres de transport en sont exclues. Voici ainsi présenté les dispositions de l'ANES fiscale 2015. Merci de votre attention.